Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau café dirigeant avec Louis Chiquet, Master Coach en holacratie, cofondateur du Management Constitutionnel et dirigeant de Nova Consul, un institut de recherche et un centre de formation qui accompagne les dirigeants à aller vers le self-management et l'excellence managériale. Dans cette série qui s'adresse aux dirigeants, aux managers et aux leaders d'organisation, on explore de manière large tout ce qui traite de l'exercice du pouvoir, du management. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet très intéressant puisqu'il s'agit de savoir si en temps de crise, il est pertinent ou pas de continuer l'holacratie ou s'il faudrait mieux se concentrer sur le business et redresser le navire. Tout un sujet. Louis, un mot pour commencer? Ouais, très heureux d'aborder ce sujet-là parce que c'est une question effectivement qui n'est pas souvent évoquée et qui est pourtant pertinente. Alors, très bien. Avant de démarrer, comme d'habitude, pour ceux qui nous suivez en live sur LinkedIn ou sur YouTube, sachez que vos commentaires, je les vois et donc n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'elles remontent dans la discussion. Je m'en emparerai, je les partagerai à Louis pour enrichir le débat. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment l'intérêt d'être en direct. Et le cadre étant posé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Louis, première question, qu'est-ce qui motiverait un dirigeant qui a mis de l'argent, de l'énergie et des efforts à passer toute son organisation en holacratie à soudainement l'abandonner en cas de crise? Pourquoi? En fait, c'est assez fascinant parce qu'il y a plein de choses derrière qui motivent justement un arrêt de la graphique. La première raison, vraiment, c'est le business. Et c'est parfaitement légitime de réagir comme ça, dans le sens, j'ai pas mal de cas d'entreprise où il y a un dirigeant, voilà, il a voulu bien faire, il a effectivement investi un saladier en termes de temps, d'énergie, d'argent pour mettre en place la graphique. Et puis, voilà, il y a le business qui tombe. Et donc, réflexe, bon, bah, je vais micromanager les gens, je vais micromanager mes commerciaux, etc. pour les pousser pour faire du chiffre. Ce qui est tout à fait normal comme réaction. Parce que, bah, en tant qu'entrepreneur, lorsque tu as un petit peu moins de rentrée tout d'un coup, ou du coup moins de visibilité sur les mois à venir, etc., ou même dans l'année, ça dépend du business model, c'est sûr que ça fout un sacré coup de stress, et donc naturellement les personnes sont motivées pour mettre les mains dans le cambouis, puis bosser directement. Et c'est d'ailleurs souvent intéressant, puisque généralement il y a une certaine pérennité qui peut exister pour le dirigeant, dans le sens où il est dans des beaux projets. Euh, si on applique la pyramide de Maslow, par exemple, il est vraiment dans des projets pour se transcender, pour développer l'organisation, pour vraiment atteindre sa raison d'être, etc. Et puis tout d'un coup, hop, le business tombe un petit peu. Et donc là, tout de suite, il va se remettre en mode survie, en mode opération. Et je pense que ça fera même peut-être l'objet d'une future publication. Euh, et du coup, c'est assez intéressant de ce changement d'énergie drastique qu'il peut y avoir du jour au lendemain, qui lui confère une sacrée énergie. Et donc forcément, ben, le dirigeant, souvent, ils ne sont pas forcément à l'aise de tout gérer de A à Z avec la graphique, parce que c'est un sacré gros morceau, hein. La constitution de la graphique, c'est quand même près de 55 pages. Il y a beaucoup d'outils différents, il y a une certaine complexité, et tout ça n'est pas forcément ancré dans les habitudes du dirigeant, et donc forcément, les anciennes habitudes bah, reprennent le dessus. Et donc, du coup, ben, il manage comme il avait l'habitude de manager auparavant, ou alors légèrement mieux que ce qu'il pouvait faire auparavant. Et puis en plus de ça, il y a aussi une question de confiance dans le processus holacratie, est-ce qu'il a suffisamment vécu pour que la personne ait vraiment confiance là-dedans ou pas. Et parfois non. Parfois non. Et d'autres raisons qu'il peut y avoir, c'est aussi, je me rappelle d'un client où il avait un gros problème d'un point de vue delivery. Et donc rien n'allait. Bon voilà, du coup il a fallu qu'il s'occupe de tout ce problème-là lui-même. Et il n'avait pas le temps de la graphique, en tout cas pas la volonté. Et donc du coup il a fait une sorte de 49-3 on pourrait dire. Ce qui fait que le processus de la graphique en tant que tel, il est topissime cognitivement. En théorie, tout devrait fonctionner, etc. Mais après, dans la pratique, si c'est pas intégré par les humains à 100% et à tous les niveaux et à tous les échelons de l'ex-hiérarchie, dans ce cas, ça ne fonctionne pas et donc le dirigeant ne peut pas avoir forcément confiance en sa structure et donc il décide d'abandonner purement et simplement la graphique parce qu'il y a un impératif et il est plutôt en mode survie. Donc c'est généralement ce mode survie là qui, on va dire, fait ressortir les instincts les plus profonds de l'entrepreneur, des instincts qui l'ont bien servi au début, des habitudes qu'il avait d'un point de vue business qui lui ont permis d'arriver là où il est arrivé, et donc c'est normal que ça reprenne le dessus. Petite question de curiosité, est-ce que de la même manière il y a l'article 16 dans la Constitution française qui donne les pleins pouvoirs au président en cas de crise, il est prévu dans l'holacratie la possibilité, la tolérance de reprendre les pouvoirs le temps d'une tempête et de les redistribuer au processus après?
Ah, ça c'est intéressant. Dans la Constitution de la Holacratie en tant que telle, non. Par contre, il y a une notion qui est importante dans le préambule, donc là on est vraiment juste technique, hein, qui est que le ratifieur, donc la personne qui a cédé son autorité, son pouvoir vis-à-vis de la Constitution, a toute autorité pour la dératifier ou la modifier s'il le souhaite. Et donc bah forcément, alors c'est pas généralement c'est pas formalisé en tant que tel puisque le dirigeant veut toujours continuer la l'holacratie. En théorie, c'est toujours sympa, etc. Mais et donc du coup ils oublient cet aspect de bah, tiens je peux dératifier la Constitution pendant les mois où j'ai la crise et puis après je la remets si je souhaite, etc. Mais donc techniquement c'est possible. Et il y a une notion aussi qui est importante qui est que c'est véritablement en fait un investissement dans le long terme et que comme la constitution graphique, comme j'ai pu partager, a une certaine complexité, c'est normal que ça ne se fasse pas du jour au lendemain. Et donc du coup, c'est la façon de le mettre en place qu'il faut changer, plutôt que de devoir tout mettre tout en même temps, où du coup, il n'y a rien qui est intégré, fondamentalement. Très bien. Imaginons le dirigeant stop, l'abandonne. Quelles sont les conséquences? J'imagine que les collaborateurs vont être un peu basculés d'un extrême à un autre. Quelles sont les conséquences pour l'organisation, pour les collaborateurs, pour la suite? Bah, pour la suite, là-dessus, tout simplement, il y a le fait que le gros facteur limitant, en fait, ça va être surtout la partie humaine. Dans le sens où Holacracy c'est souvent un petit peu perçu comme étant un petit miracle, ce que ça n'est absolument pas, juste qu'on soit clair. Mais bon, c'est perçu tel quel. En plus de ça, il y a tellement de presse ou alors de teasing qui peut se faire autour d'Holacracy que bon, c'est vu comme étant un petit peu le messie parfois dans certaines entreprises. Ce que ça n'est pas une fois de plus, mais bon, c'est une question de perception, hein. C'est souvent comme ça que c'est perçu, pour l'expérience. Et donc du coup, il y a un tel projet de transformation managériale où on veut que tout le monde puisse se self-manager, on n'a qu'une seule cartouche. Dans le sens où soit tu le fais bien directement, soit tu le fais mal. Et donc du coup, si déjà c'est pas simple de bien le faire, de mettre en place la Holacracy et que ça soit ancré dans les mœurs, mais en plus de ça, si par la suite du coup on stoppe et puis on remet, même s'il y a du sens qui est expliqué, hein, alors à ce moment-là, la cartouche est grillée en fait vis-à-vis des collaborateurs. Et donc c'est très difficile de revenir en arrière. Parce que c'est comme si c'était un projet où la Holacracy était mal mis en place. Derrière, on rame énormément. On rame énormément. Donc là-dessus, après, naturellement, il y a des choses qu'il faut faire pour éviter ça. Et ça, je pense que c'est justement là où tu voudras en venir pour tes prochaines questions. Donc je vais te laisser Oui, dérouler. exactement. Du coup, il y a un enjeu. Il y a un enjeu à bien faire, enfin, à choisir en conscience. Euh, Quels seraient les bénéfices à maintenir à l'inverse? Maintenir malgré tout, fais-nous rêver, Louis. Alors ça dépend des cas. Et en fait, j'ai justement des cas d'entreprises qui, comment dirais-je, ont maintenu leur pratique holacratie, même alors qu'il y avait une grosse crise en tant que telle. Comme le Covid par exemple. Et en fait, ça, derrière, on revient vraiment au facteur humain si holacratie a bien été intégrée ou pas. Et donc, du coup, si les personnes qui ont le pouvoir font bien confiance au processus holacratie, mais derrière, ça veut dire que les personnes, que tous les collaborateurs s'en emparent. Parce qu'effectivement, du coup, si ça se sent que les collaborateurs ne s'en emparent pas, bon, bah alors il n'y a pas de confiance, et donc, du coup, forcément, ils décident de le suspendre de manière consciente ou inconsciente. Donc les bénéfices à maintenir malgré tout, c'est que le dirigeant, il n'est plus obligé en tout cas d'être le goulot des tremblements, de devoir tout gérer, puisque l'autorité du coup est répartie, c'est décentralisé, et donc du coup ça permet que plutôt que ce soit le dirigeant qui doit prendre toutes les décisions, bon, bah, il puisse facilement déléguer et dispatcher. Et en plus de ça, que les personnes face à la crise puissent elles-mêmes s'auto-organiser, elles n'ont pas besoin du mot doux du dirigeant pour pouvoir avancer ou ce genre de choses. Et ce qui fait que dans les cas que j'ai en tête, bah, ça a été très salvateur pour non seulement la santé du dirigeant, parce que moi je connais certains dirigeants qui pendant le Covid ou d'autres crises, ils ont eu des nuits très 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 courtes, et bah là ils peuvent s'appuyer sur davantage de personnes, et qu'elles soient proactives ces personnes, ce qui est justement ce qu'on veut. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, comme toujours. Et puis parfois, il peut y avoir des cas où en fait, comme le projet a mal été lancé ou ce genre de choses, bon, il vaut peut-être mieux en fait juste l'abandonner. Peut-être qu'effectivement c'était ou c'est pas forcément adapté à la culture de l'entreprise, ou alors il peut y avoir des croyances limitantes du dirigeant qui, on va dire, sabotent naturellement la pratique. Et donc auquel cas, tant mieux, il fallait peut-être en fait arrêter. C'était un signe qu'il fallait même peut-être pas se lancer
en amont. Et donc là, ça rejoint le fameux sujet des prérequis qui sont importants. On a une question d'Alexandre qui dit, comme dit Lalou dans son livre, il semble qu'il y ait selon les conditions, les projets, des alternances de modes de management rouge, vert, opale, voire même que le mode rouge est un mode activé ponctuellement collectivement. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Louis? Oui, clairement. En fait, ce qui est intéressant derrière, c'est que une holacratie en tant que telle, c'est juste un outil pour pouvoir designer son organisation fondamentalement, hein. C'est juste ça le sens. Donc du coup, si holacratie est bien intégrée, techniquement, alors à ce moment-là, on peut très bien avoir tout type d'organisation, suivant la couleur dans laquelle on veut se situer, pour reprendre du coup les termes de la Lou. Et donc du coup, on peut ajuster la structure, on peut faire des restructurations de l'organisation, ça se fait assez simplement en 2 heures, pour ajuster le modèle mental, la façon dont il design l'organisation autour justement de ces enjeux. Ce qui est assez intéressant du coup. Et après, naturellement, c'est pour ça, il faut avoir intégré Holacracy et puis du coup bien le pratiquer, ce qui n'est pas gagné. Donc effectivement, parfois c'est plus simple de juste tout abandonner et puis on s'embête même pas avec ça. Et puis une autre notion aussi qui est intéressante, c'est que le but non plus, c'est pas que tout le monde pratique Holacracy. Je sais que ça fait beaucoup un effet de mode quand on peut voir certaines entreprises qui se disent lancer dans des démarches horizontales ou d'entreprises libérées de Teal Organization, d'Holacracy, de Sociocracy, etc. Mais qu'elles n'ont peut-être pas forcément creusé entièrement le sujet. Et en plus de ça, il peut y avoir une assez forte limite qui est fondamentalement pourquoi est-ce qu'on s'embête à changer. Et ça peut être assez fréquemment perdu de vue. Et à ce moment-là, une chose qui est assez importante, c'est de se dire que, ouais, une entreprise qui est patriarcale au possible, bien hiérarchique, une entreprise à la papa, bon, si ça fonctionne bien, si les collaborateurs sont heureux au travail, que le business se porte bien, que ça tourne, etc., fondamentalement, il n'y a aucune raison de changer. L'idée, c'est pas de repeindre la planète Terre en Teal Organization, en holacratie, en entreprise libérée, etc. Donc c'est important de revenir, mais donc, du coup là on revient sur un sujet qui est du coup le travail en amont avant de lancer toute démarche de transformation, qui est quel mode de management me convient le mieux en tant que dirigeant et source de l'organisation, qui est un concept justement sur lequel aussi Alexandre travaille sur les principes sources. Nous c'est un prérequis de travailler là-dessus et donc tout simplement de pouvoir faire un choix en bonne conscience. Bon là j'ai un petit peu dérivé de ta question Gaël, mais bon c'était une tâche trop tentante. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que le dirigeant puisse maintenir l'holacratie même en cas de tempête, même quand ça chahute? Ou, dit autrement, qu'est-ce qui fait qu'il ne le fait pas quand il est pris de court? Là-dessus, c'est toujours en fait une question en fait d'expérience. Dans le sens où pour qu'un dirigeant puisse maintenir, je prends l'exemple du Covid-19, pour qu'un dirigeant puisse maintenir du coup sa pratique en holacratie même à travers le Covid-19, il faut qu'il ait d'abord confiance dans le processus et qu'il ait confiance également que ses collaborateurs et ses managers vont bien impliquer le processus ou en tout cas qui vont bien utiliser toute la logique qu'il y a dans la constitution de holacratie par exemple. Donc ça c'est un truc assez clé. Et ça passe par le fait que le dirigeant, derrière, ait un bagage. Et ce bagage-là, ça consiste à j'ai traité des situations, j'ai traité des cas concrets à travers l'outil holacratique. Et je pense que fondamentalement, c'est aussi quelque chose qui peut manquer énormément. C'est qu'il y a des personnes qui vont se former, par exemple, dans l'holacratie, donc tout l'aspect théorique est intégré, ce qui est superbe. Mais derrière, il y a aussi cet aspect-là de ok, j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis dans mon organisation, et puis on voit avec un professionnel tous les cas concrets, et on les traite un à un pour voir comment si je peux les traiter tout simplement, avec l'holacratie par exemple. Et souvent en fait cette deuxième partie qui est plus la partie pratique, pour permettre aux personnes de paramétrer l'outil selon leurs besoins et puis de vraiment se l'approprier, elle est souvent sous-estimée, voire oubliée. Et en fait c'est assez frustrant, puisque techniquement oui, si vous faites une formation, vous pouvez tout intégrer, tout l'aspect théorique, mais le vivre après dans les tripes, dans son contexte professionnel, c'est toujours quelque chose de différent. Et donc du coup, il y a toujours ce gap qui existe entre la théorie et la pratique. Et donc souvent, quelqu'un peut très bien être animé cognitivement, c'est brillantissime, un tel processus, etc. Et puis qu'il y ait une sacrée marche à franchir avec le fait de le pratiquer et puis surtout de l'appliquer au quotidien, puisqu'une fois de plus, on peut revenir assez facilement à ses habitudes. Et même souvent, un dirigeant il est le premier à vouloir par exemple l'holacratie ou tout autre mode d'organisation, hein, ce que je dis est vraiment générique,
Mais le fait d'appliquer ce nouveau mode d'organisation, c'est pas simple. Ça demande vraiment un changement progressif et profond d'habitude. Pourquoi? Parce que derrière, il a des habitudes qui ont été développées et qui ont permis de développer son business ou qui ont permis de développer en tout cas sa boîte telle qu'il le souhaitait. Et on lui demande du coup de réinventer la façon dont il exerce le pouvoir, d'avoir une posture différente. Et ça, c'est extrêmement compliqué. J'ai toujours le cas d'un dirigeant où en réunion, il monopolisait la parole 95% du temps. Et donc forcément, on peut se dire, waouh, c'est violent, pourquoi est-ce qu'un dirigeant fait ça? Il n'y a aucune logique. Pourquoi vraiment, il n'y a aucun sens. Même dans une entreprise conventionnelle, quelqu'un ne devrait pas monopoliser la parole 95% du temps. Et en fait, quand on creuse tout ça, on se rend compte que il avait raison de le faire dans son contexte. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faisait ses codires, les directeurs, ils n'étaient pas suffisamment matures au sens où ils n'avaient pas de soft skills, de compétences douces, donc de façon d'être, assez développées. Et donc ce qui faisait qu'ils amenaient en codir des sujets de chiens écrasés. Donc forcément, ça pesait tout le monde, ça embêtait tout le monde. Et puis à la fin de la réunion, si on leur pose la question, est-ce que tu as plus d'énergie? À la fin, ils te répondent non, clairement. Et donc le dirigeant, pour pouvoir traiter ce problème-là, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, c'est simple, il occupe 95% de la parole. Ce qui fait qu'il va pouvoir dicter les priorités, il va pouvoir animer tous les sujets, et les traiter et mettre en mouvement tout le monde. Super pour synchroniser. Alors effectivement, ça laisse pas beaucoup d'espace aux personnes, etc. Mais d'un point de vue business, ça fait le taf. Et Bon. ben, derrière, pour ce... Tu voulais dire quelque chose, Gaël? Ouais, je voulais rebondir avec un partage d'Alexandre qui est très intéressant dans ce sens. Il dit, pour nous, ça a été magique, la période de crise 2018-2019, puisque c'est une période où chacun a été réellement mis devant ses responsabilités et ne pouvait plus se cacher. Conséquence, ceux qui ne tenaient pas complètement la route sont partis d'eux-mêmes et ceux qui sont restés étaient au top de leur puissance. Donc, merci la gouvernance partagée, puisque ça a donné le pouvoir et la responsabilité à tous ceux qui le méritaient. Oui, oui, mais là-dessus, du coup, c'est un miroir impitoyable. Et donc, du coup, souvent, ça peut être sous-estimé. Et je dis pas que faut faire une psychanalyse ou ce genre de choses, mais je sais que ça peut être perçu très violemment pour certaines personnes lorsqu'elles travaillent sur ce mode de gouvernance. Pourquoi? Parce que derrière, on clarifie tout l'implicite. Et souvent, comme rien n'était clair auparavant, ben, du coup, il y a plein de choses qui font surface. Genre, par exemple, comment est-ce que sont gérés nos entretiens annuels? Ah, ben là, on se rend compte que c'est pas tout à fait clair. Et qu'il y a un petit peu un jeu de jambes qui est fait par le manager pour en même temps faire du feedback aux collaborateurs, en même temps vouloir faire un petit peu son entretien professionnel, et en même temps, du coup, faire son plan de formation, et puis en même temps lui dire qu'on n'a pas suffisamment de budget pour pouvoir l'augmenter cette année, etc. etc. Et donc, effectivement, ce jeu de jambes qui était implicite auparavant et qui fonctionnait assez bien, bon, bah là, quand on travaille sur une organisation où tout est explicite, bah effectivement, c'est pas du tout agréable, puisque l'être humain naturellement va tendre vers de l'implicite. Et donc, forcément, c'est un miroir impitoyable dans le sens où on va voir tous les angles morts. Et donc, du coup, j'ai certains dirigeants même qui me disent parfois waouh, je me prends des claques parce que ça, ça n'a aucun filtre et ça permet de voir en fait l'état de son organisation en tant que telle. Et forcément, c'est frustrant. Et en même temps, c'est positif parce que tous ces angles morts qu'on peut observer sont des opportunités pour faire mieux, pour avancer. Mais bon, il faut quand même recevoir le coup. Au bout de combien de temps de pratique, Louis, une crise ne nous poussera pas à abandonner l'état de droit et repartir dans un système tyrannique, classique combien de temps de pratique il faut à peu près pour repère? Euh, pour moi, c'est pas forcément une question de temps. Dans le sens, c'est plus une question en fait d'appropriation de l'outil. Et ça, du coup, peu importe l'outil. Et donc, du coup, bon, si on veut dire des années, bon, bah, on peut éventuellement pour la création, on peut peut-être dire 3 ans d'expérience. 3 ans, normalement, c'est suffisamment rodé ou autre. Et après, ça dépend aussi des organisations. Est-ce que vous avez un très fort turnover, par exemple? Ou est-ce que du coup, vous avez les managers et puis le dirigeant qui incarne bien l'outil au quotidien? Parce que ça peut être un facteur clé de succès, par exemple. Donc il y a beaucoup de variantes. Donc en moyenne, 2 3 ans, plutôt 3 même. Mais d'expérience, ça dépend des organisations. Vraiment en fonction de la situation et de comment est-ce que ça a été mis en place. Surtout. Et comme tu le disais tout à l'heure, je suppose que ça dépend aussi beaucoup de l'appropriation des nouveaux réflexes et donc
du fait d'avoir été accompagné pour ancrer ces nouveaux réflexes qui deviennent automatiques et pas être resté sur un plan un peu théorique ou Oui, d'un vernis de surface. oui, exactement. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, nous, on a travaillé sur ce qu'on appelle le management constitutionnel. Donc la constitution de la Lacratie en tant que telle, c'est une constitution naturellement de 55 pages, avec une certaine densité, une certaine complexité, beaucoup d'outils très intéressants, très puissants. Mais malheureusement, le gros facteur limitant dans la mise en place de ces outils, c'est l'humain. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on design des constitutions en fait sur mesure de l'entreprise et on va avancer de manière itérative, centrée sur le cas concret, qui pousse à la transformation. Et donc, on va mettre l'outil, un outil à la fois en fait. Donc, il y a des sprints de 6 mois qu'on organise, ce qui fait qu'on met un premier outil, qui va par exemple la notion de rôle, on va le paramétrer, l'ajuster et puis l'enrichir de toutes les bonnes pratiques qu'on connaît, fort des 150 entreprises qu'on a pu accompagner, pour pouvoir faire en sorte que ça soit facilement digeste par n'importe qui. On se donne 6 mois pour que l'outil soit intégré par tous les collaborateurs, etc. Et puis après, à l'issue de ces 6 mois, on fait une rétrospective. Et peut-être qu'il y a des choses dans cet outil de rôle, il faut se redonner encore 6 mois pour pouvoir les intégrer pour les collaborateurs, changer un petit peu le paramétrage, puisque du coup ça ne correspond pas forcément au business de l'entreprise, etc., etc. Et ce qui fait qu'avec cette approche, oui, c'est moins puissant parce que du coup on va moins au cœur des potentiels comme avec la classique, mais derrière il y a un avantage, c'est que dès qu'il y a une crise, étant donné qu'on a une croissance sur cette notion de management qui est beaucoup plus faible, on a quelque chose qui est beaucoup plus ancré et qui est également appliqué par tous les collaborateurs. Là où je sais que pour la graphie dans cette organisation, il peut malheureusement y avoir des pans entiers de l'organisation qui ne pratiquent pas vraiment la graphie. Et donc ils font juste les réunions à la graphie et puis sur le papier c'est bien. Et puis dans la réalité, il y a toujours ce qu'on appelle le fameux shadow power où ça continue de fonctionner d'une autre manière, dirons-nous. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'holacratie étant un ensemble de règles assez lourd et assez rigide, c'est pas sur mesure du tout. Comme c'est tout un paquet à adopter d'un seul coup, et du coup, ce paquet, il peut sauter aussi tout d'un coup quand il y a une crise, contrairement à une approche plus incrémentale où on y va brique par brique. Oui, sachant que l'avantage avec une approche incrémentale, c'est qu'elle est vraiment sur mesure et elle est adaptée également aux valeurs et à la raison d'être de l'entreprise et donc à sa culture. Et ce qui fait que elle a plus facilement, elle a de plus grandes chances en fait de directement servir le business, d'apporter de la valeur ajoutée directement aux collaborateurs lambda, et puis naturellement que le manager et le ou les dirigeants se l'approprient dans leur façon de manager au quotidien. Mais ça nécessite malgré tout euh, qu'on traite des cas concrets. Par exemple, là dans l'entreprise en Suisse, toutes les semaines, j'ai tous les managers en call, et puis du coup on traite leurs différents cas concrets, et ce qui fait qu'au fur et à mesure des semaines, ils sont de plus en plus autonomes et puis ils voient vraiment comment est-ce que ça peut faciliter leur vie en fait. Et c'est ça le truc le plus important, puisqu'à partir du moment où un être humain voit un outil qui peut faciliter sa vie, forcément il n'est pas bête. Et donc il va comprendre à quoi ça lui sert. Et justement, ce même client, il a eu une petite crise. Du coup, il a pu voir en quoi, grâce du coup à ce travail-là en amont, il a eu le réflexe de se dire ah bah oui en fait j'ai un super boutique à ma disposition tout de suite, donc autant que je l'utilise pour traiter mes problématiques. Et puis je dispatche tout le travail comme ça et puis je m'embête pas. Mais du coup ça c'était possible parce qu'il y a un focus sur un seul outil. Et la constitution de la graphie, elle est vraiment parfaite. Elle est vraiment parfaite dans le sens où il y a plus de 2000 organisations qui l'ont pratiquée. Il y a eu une comment dirais-je, il y a eu une amélioration à travers les années qui a été tirée par elle réelle. Mais derrière, comme tu as pu le dire, effectivement, le gros problème, c'est qu'il y a des focus dans tous les sens. Dans le sens où il y a énormément de potentiel, et donc les personnes peuvent assez facilement se noyer, malheureusement. Et donc, à moins que. À l'époque, ce qu'on pouvait faire, c'était qu'on était par exemple 3 mois sur site pour pouvoir bien ajuster et paramétrer l'outil, que tout le monde se l'approprie. Mais du coup, c'est un investissement qui est beaucoup trop lourd pour une entreprise. Et donc, la réalité nous a dicté que la majorité des entreprises ne peuvent pas se permettre de faire ça. Donc, en conséquence, on a changé la façon de le faire. Ok, merci Louis. On approche de la fin. Il nous reste 5 minutes. On a quelques questions. J'ai quelques questions à faire remonter. N'hésitez pas si vous êtes en live avec nous à poser vos questions pour qu'on en profite. Il y a Alexandre de son côté qui dit merci pour le feedback. Louis, je te confirme que ça a été de belles claques et de beaux feedbacks pour mon associé et moi à l'époque de la crise, mais ce fut clairement constructif. Euh,
On a une autre question qui dit, est-ce que les formations peuvent aider à l'entretien de l'outil dans l'organisation une fois la mise en place faite? Pour par exemple la formation de la graphique. Oui, je suppose. Euh, alors du coup je vais parler de la graphique puisque c'est ce sur quoi du coup je connais le mieux parmi tous les outils qui peuvent exister. La réponse est oui parce que souvent en fait ce qu'il peut y avoir c'est une dérive de la pratique. Dans le sens où généralement ce qu'on fait c'est qu'on monte en compétence des personnes qui sont donc référentes au sein de la structure pour être référentes vraiment du coup sur cet outil holographique. Et ce qui peut se passer c'est que il peut y avoir une dérive où les personnes, à force de jouer ce rôle de référente, elles oublient même de se référer à la constitution de la graphie pour vérifier que leur interprétation est la bonne ou que ce qu'ils disent, ça fasse sens. Et donc il peut y avoir le risque que les personnes rentrent dans une sorte de dogme où du coup le dogme de la graphie dicte que ça doit fonctionner comme ça, alors qu'en réalité c'est pas forcément le cas. Et donc du coup une des choses qu'on fait avec nos clients, qu'on leur recommande, c'est toujours à travers les années chaque année du coup d'envoyer plusieurs collaborateurs se former. Donc les nouveaux managers en priorité de préférence, et puis en plus de ça des collaborateurs qui ont naturellement envie pour justement challenger et jouer les règles de la classique. Donc quand je dis challenger, c'est parfois comme il peut y avoir des dogmes qui sont préétablis, bah justement les challenger en disant bah non au final ça fonctionne pas comme ça. Et en plus de ça, nous comme on évolue beaucoup, il y a plein de nouveautés qu'on a d'une année à une autre, et donc forcément ça permet de faire aussi une petite mise à jour de leur pratique de la classique qu'on leur partage. Voilà. Donc c'est pour éviter les dérives, mettre à jour Holacracy, et puis en plus de ça, avoir plus de piliers sur lesquels on peut se reposer pour éviter la création d'une nouvelle hiérarchie qui serait une hiérarchie Holacracy. Ce qui est malheureusement parfois ce qu'on a pu observer. Où du coup il y a les sachants Holacracy et les non sachants Holacracy. Ce qui est complètement terrible. Euh, J'aimerais bien terminer sur une note positive. Louis, je me souviens d'une discussion avec Bernard Marie à l'époque où il me disait, je lui avais posé cette même question à l'époque, il m'a dit, oh ben moi j'ai une cliente en tête, elle est très contente de pouvoir s'appuyer sur son directeur en cas de crise et de ne pas reprendre le pouvoir. J'ai un autre exemple en tête d'une d'entrepreneuse en crise, mais dont les collaborateurs restent parce que le management est excellent. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples qui nous laissent à, comment dire, qui nous laissent à penser qu'il vaut mieux maintenir que de stopper à la moindre crise? Oui, bah là-dessus, en plus du coup des deux exemples que tu as partagés, j'en ai un autre où, avec le Covid, une entreprise elle a été contrainte en fait, de mettre à l'arrêt toutes ses activités, purement et simplement. Et du coup, le fait d'avoir adopté la classique, ça a permis à ce qu'ils réinventent leur business model entièrement. Mais plutôt que ce soit le dirigeant tout seul qui porte ce changement complet de leur business model, et quand je dis vraiment changement complet, c'est vraiment un changement à 100% de leur business model, pour justement faire face au Covid, bah, il a pu s'appuyer sur tout le monde et dispatcher les différentes autorités, et puis en plus de ça, faire en sorte que les personnes prennent des initiatives par rapport à cette intention qu'il a pu lancer avec cette réinvention du business model, par exemple. Un autre exemple, ça va être, donc là c'est beaucoup plus terre à terre et mode survie, mais un dirigeant qui avait des gros problèmes point de vue business, où du coup l'un des clients principaux en fait s'est barré, tout simplement. Ça fait toujours mal. Bon, bah, du coup il a pu sacrément challenger son directeur des ventes, et puis en plus de ça, faire participer en fait tout le monde au sein de l'entreprise justement à la vente, ou en tout cas à résoudre cette crise d'un point de vue vente, ce qui a été assez faramineux. Donc, ça permet, ça peut avoir des belles success stories, en tout cas. Très bien, merci Louis. On approche de la fin, du coup, on va on va aller vers une clôture. Merci pour ces échanges, Louis, ces éclairages. Merci à tous pour votre participation. Rendez-vous la prochaine fois dans 2 semaines pour un prochain café dirigeant sur une autre thématique liée au management ou à l'exercice du pouvoir. Le prochain, ça sera dans 2 semaines, même heure. Louis, je te laisse le mot de la fin. Oui, bah merci beaucoup Yael, merci à tous. C'est toujours enrichissant de pouvoir échanger sur ces différents sujets et puis également avoir un retour d'expérience là-dessus. Donc très heureux et impatient de se revoir d'ici 2 semaines.